L'océan produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il nourrit 3 milliards de personnes et fait vivre 600 millions d'autres. Ce combat est vital pour nous tous. Et je le dis ici avec force, les abysses ne sont pas à vendre. Et pas plus que le Groenland n'est à prendre. Pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre. Pas plus que les licences de pêche des pays en développement ne sont à donner. Pas plus que les données scientifiques ou la sécurité des populations littorales ne sont à sacrifier. Nous parlons d'un bien commun. Esta cumbre debe ser recordada como el momento en que el mundo entendió que cuidar, proteger el océano no es una opción, es una obligación moral, es racionalidad económica y la protección misma de la existencia de nuestra especie en esta tierra. Today we know that water sustains all life, and we recognize that the protection of our oceans is a global duty. After all, their health depends on shared stewardship, because saving our seas is not just a task for one nation, it's a task for our generation. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αφορμή τις αποφάσεις της τρίτης διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς, που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, η πρέσβυρα της Γαλλίας στη χώρα μας, Λοράνς Αουέρ, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεόραση της Βουλής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η στήριξη που παρήχε ο Γάλλος Πρόεδρος στην Ελλάδα έναντι ενδεχόμενων απειλών με βάση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η συζήτηση στράφηκε και σε ζητήματα γεωπολιτικής αστάθειας, με αφορμή τη νέα εστία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη, ξεκινώντας από την αποτίμηση των δεσμεύσεων της διάσκεψης για τους ωκεανούς. Madame l'ambassadrice, bienvenue à la chaîne parlementaire hellénique. Je vous accueillis à l'occasion de la conférence de Nice. Êtes-vous satisfaite des résultats sur les océans? C'était une très très grande conférence, un travail de 2 ans pour accueillir à la fois des chefs d'État. Il y avait 60 chefs d'État, 120 ministres, un public aussi, 10 000 personnes, des scientifiques. Et nous avons eu également la chance d'avoir le Premier ministre grec. Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat. C'était la première tentative de mettre une protection internationale pour nos océans. Que signifie la transformation de Mercator Océan International en organisation intergouvernementale? Alors, la conférence de Nice avait plusieurs objectifs sur l'océan. D'abord, c'était la protection des aires protégées et un traité en haute mer qui s'appelle le BBNJ. Nous avons obtenu qu'il y ait une grande quantité de signatures pour s'engager à faire en sorte que ce nouveau traité soit mis en œuvre dès le 1er janvier. Nous avions également Mercator. Sur les 2 sujets, Mercator et le BBNJ, le rôle du Parlement hellénique a été déterminant pour que, lorsque le Premier ministre est arrivé à Nice, il y ait un engagement concret. Nous avions fait une séance ici avec l'envoyé spécial du Premier ministre, Dionysia Avgeronopoulou, qui était déterminante pour que ce jumeau numérique de l'océan
puisse être décidé, voir le jour. Il sera situé à Toulouse et il accompagne toutes les missions des scientifiques pour une meilleure connaissance des grands fonds marins. On a par exemple aussi une mission Neptune sur ces grands fonds qui sont menacés. On a des menaces qui sont liées à la pollution, surtout le plastique. On a des menaces sur l'exploitation. Et sur tous ces enjeux, la France et la Grèce ont été ensemble pour dire non. Il faut protéger, mieux connaître et il faut aussi s'engager. Il y a 12 pays européens sous la direction de la France et de la Norvège qui ont annoncé cette initiative de Mercator. Selon vous, les autres gouvernements sont-ils suffisamment sensibilisés à ces enjeux? Oui, alors Mercator, il faut revenir sur ce que c'est. C'est une initiative scientifique et qui est devenue intergouvernementale et qui peut être utile sur l'ensemble des océans. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, en temps réel, avec ce modèle numérique des océans, de prévoir les tempêtes, de prévoir les événements climatiques. Je rappelle que l'océan, c'est le poumon également de la planète pour ce qui est du climat. On sait aujourd'hui qu'un quart des émissions de CO2 produites par l'homme sont absorbées par les océans. Donc ce jumeau numérique, ce Mercator, va nous permettre de modéliser les événements qui se passent dans les océans en temps réel, à partir de cette initiative que nous avons prise à 18. Le président Macron a déclaré que l'océan est en ébullition à cause de le réchauffement climatique. En même temps, il n'y a pas d'engagement ferme par les grandes puissances qui sont les principaux pollueurs. Et il y a ceux qui nient aussi la crise climatique. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ceux? Alors, comme disait le président de la République, 90% des océans étaient représentés à Nice. C'est vrai que notre objectif, c'est de faire imposer et appliquer le droit international. C'est vrai que certains pays comme les États-Unis manquaient, mais de fait, les engagements qui ont été pris par l'ensemble des pays, je pense au président Lula, sont très importants parce qu'ils vont codifier une quantité très très grande de la surface des océans. Et c'était important d'impliquer, je pense au Costa Rica qui co-présidait avec nous la conférence, ou des pays d'Asie qui sont impliqués et qui vont subir le changement climatique. Donc voilà, nous estimons que c'était nécessaire et que nous avons réussi d'une certaine manière. Pendant la conférence, le Premier ministre grec a annoncé la création de parcs nationaux à mer Égée et à l'Ionienne. La gouvernance mondiale des océans dépend aussi du respect du droit international et du droit de la mer. Alors le message du président Macron en ce qui concerne des menaces potentielles est assez clair et fort. En ce qui concerne la Grèce et la Chypre. Oui, alors d'abord sur les aires protégées. On s'est donné un objectif collectif d'avoir 30% de la surface en 2030 et que surtout dans ces aires protégées, on puisse protéger la biodiversité mais aussi se protéger de certaines activités pour que se régénèrent par exemple les poissons. Indispensable à la nourriture, une activité indispensable à l'homme. Protéger aussi de la pollution plastique et enfin, comme on l'a vu avec Monaco, accroître la connaissance scientifique. Alors, le Premier ministre s'est engagé, c'était très important pour nous et le président de la République, dans son discours à la conférence, a également dit que la France se trouverait intraitable quant à la souveraineté territoriale de nos partenaires. C'est-à-dire que si la souveraineté était menacée... Les eaux maritimes. Exactement. Et bien sûr, il a cité la Grèce et Chypre. La France se trouverait dans une situation vraiment d'être aux côtés de la Grèce. Donc quand il a indiqué « nous serons intraitables », c'est parce qu'il souhaite réaffirmer que le droit international doit s'appliquer et qu'on ne peut pas en mer faire ce que l'on souhaite et ce que l'on veut. Greece has taken a very important step in marine protection at the national level. Before the end of this month, we will start the legal process to create 2 new national marine parks
one in the Ionian Sea and the other in the southern Cyclades in the Aegean, as a first phase, with more to come. With the new parks, we will exponentially increase our marine protected areas in our territorial waters. Once these parks will be finalized, we will significantly exceed the 30% threshold way before the 30-30 target of 2030. We need to do more as an international community to bolster maritime security. For the protection and the security of our oceans and seas, legal frameworks are indispensable. UNCLOS is the only international framework we have for the maritime domain and a solid basis for global governance at sea. Parce que si on veut préserver 30% avec nos aires marines protégées, si on veut lutter contre la pêche INN, si on veut défendre notre science, nous devons protéger nos zones économiques exclusives. Et donc nous devons être intraitables quand la souveraineté territoriale de certains de nos partenaires est menacée. Je pense ici à nos amis grecs ou chypriotes. Nous devons protéger nos eaux territoriales et ces aires maritimes partout. Et donc l'effort de sécurité et de défense qui est fait par tous les Européens, accompagné par la Commission, doit intégrer la composante océanique. Alors à quel niveau se trouve la coopération franco-hellénique? Alors elle est intense. Nous avons préparé avec un accord bilatéral le sommet One Ocean, puis nous avons préparé ensemble Nice, nous avons préparé toute la séquence au Conseil de sécurité des Nations Unies, le mois d'avril, le mois de mai, avec le Premier ministre qui s'est rendu à New York. C'est très important, c'est la réaffirmation de nos valeurs, du droit international, mais aussi de la validité du multilatéralisme. Donc la Grèce, pour nous, était un partenaire fondamental de la préparation du sommet de Nice. À votre avis, de telles conférences devraient-elles avoir lieu plus souvent, plus fréquemment, pour que le gouvernement soit maintenu, mobilisé et plus sensibilisé aux problèmes de stabilité générale et de protection? Oui, alors de grands sommets comme ça se font seulement tous les 2 ans. Mais au jour le jour, nous, par exemple, nous avons mobilisé la communauté scientifique en Grèce, les 18 universités qui travaillent sur les sujets, l'Institut de recherche en ressources marines, les armateurs. Nous avons un comité également à la Chambre de commerce sur la décarbonation de la flotte mondiale. Nous avons une coopération également sur l'éducation. Nous faisons par exemple la fête de la science à l'Institut français de Grèce en novembre sur le sujet des océans avec les plus grands scientifiques grecs. Donc c'est important parce que l'océan, c'est aussi lié au climat. C'est important parce que nous avons besoin de sensibiliser les générations futures au changement et pour éviter les conséquences dramatiques, l'adaptation. Alors, quel est le rôle de la Grèce en tant que pays méditerranéen pour l'ensemble du région de la Méditerranée en ce qui concerne la protection et en ce qui concerne la stabilité? Je dirais un rôle d'avant-garde. Plan d'action pour la Méditerranée, PAMEX, Plan Bleu, Méditerranée orientale. La Grèce joue un rôle pivot, clé, dans une région, comme vous le savez, aujourd'hui encore plus qu'hier, qui est fondamentalement soumise à des risques potentiels en matière de sécurité et aussi en matière de stabilité, que ce soit par les migrations, que ce soit par les guerres qui sont à nos portes. La Grèce joue un rôle important de stabilité et de droit, de représentation, de valeur du droit. Après Gaza, on a une nouvelle escalade entre Israël et Iran. Quelles sont les chances d'une désescalade? Alors aujourd'hui, on est évidemment inquiet de la situation dans l'ensemble de la région parce que s'ajoute à une crise qui existait par exemple avec la Syrie. Maintenant, la bande de Gaza s'ajoute la crise iranienne. Notre message aujourd'hui, c'est qu'il faut éviter l'embrasement de la région. Il faut éviter que les processus et les capacités que les diplomates peuvent mettre en œuvre soient mises
à terre et qu'on puisse reprendre le dialogue. Donc, comme vous le savez, le dialogue sur le nucléaire iranien, c'est à Vienne. Le dialogue sur la perspective d'avoir 2 États et un cessez-le-feu et le retour des otages, c'était aussi une initiative française. Donc tout le monde est concerné parce que, on le voit, la Grèce est toute proche, l'Europe est toute proche, et je dirais également parce que ça s'ajoute aujourd'hui à cette guerre que nous avons depuis 2022 en Ukraine. Le président Macron a donné ce message aussi aux États-Unis. Pas de retour à la guerre dans le continent européen. Il s'était rendu ce week-end dans le Groenland. Respect des frontières territoriales, respect des traités, pas de retour à la guerre en Europe. Je dirais aujourd'hui c'est presque une provocation que l'on subit tous les jours de la part du président russe. Il faut que nous gardions le territoire européen comme nous l'avons fait pendant 60 ans, dans une situation d'être un espace de droit, de dialogue et surtout de paix. Madame l'ambassadrice, dans quelques semaines, vous célébrerez l'anniversaire de la Révolution française. 236 ans après, quels sont les défis, les grands défis et les enjeux pour l'humanité? Alors, pour vous répondre, je citerai Jules Michelet. C'était le grand historien de la Révolution française. Il disait « Les mêmes craintes, les mêmes menaces ont les mêmes effets, c'est-à-dire ils arrivent aux mêmes erreurs. Ne reproduisons pas les erreurs que l'on a pu faire dans certaines périodes qui nous ont amenés à des guerres ou à des conflits qui sont immaîtrisables et qui ont des conséquences terribles sur le continent européen. Je crois que la France qui était en 1945 en train d'aider, de contribuer à créer le système des Nations Unies, souhaite, avec la Grèce, que celui-ci fonctionne et qu'on puisse avoir des institutions internationales qui permettent des sommets, comme on a fait sur les océans, qu'on puisse poursuivre un dialogue serein entre diplomates du monde entier. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. C'est ma première possibilité de parler en français. Donc je remercie du fond du cœur la chaîne hellénique parlementaire de m'avoir invitée pour après ce sommet si important. Merci beaucoup.